Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 16. C'est la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine. Bon, petite forme à ce que je vois. Ah eh ben oui, j'ai le nez rouge, j'ai la barbe de 10 jours. Non, non, c'est pas parce que j'ai voulu me déguiser en Père Noël, c'est parce que j'ai la crève. J'en ai une belle carabinée, pas de souci. T'aurais pas chopé ça au concert des Vampas par hasard? Ah ben écoute, c'est pas exclu que ça soit là, effectivement. Mais alors, pour le coup, qu'est-ce que c'était bien. Et puis je le regrette pas, tu vois. Plein de gens agglutinés, sans masque, sans rien. Donc oui, bah, tu vois, c'est les petits virus de l'hiver qui circulent, la vie qui revient, C'est on s'en ça. fout, voilà, on se met trois couches, on se prend un grog et puis voilà. Non, non, honnêtement, aucun regret. Et c'est vrai, cette réflexion que je me suis faite, je me suis dit, oh, je vais me choper un truc en y étant, tu vois. Je m'en fous, quoi, c'est la vie d'avant, c'est bien. Mm. Voilà. Tu as chopé le virus, le Vampas. C'est ça. En tout cas, regardez le concert hein, si vous l'avez pas vu. Bon, c'est du rock un peu spécial. Mais c'est un très très bon concert. C'est un groupe qui a quand même 40 ans, il faut le savoir. Et ce soir, Jérôme, un spécial Noël. Un spécial Noël, parce que bien effectivement, on sort l'émission le soir de Noël. Parce qu'on a une pensée quand même bien, pour tous nos amis Mickey, bien, ne fêteront pas, pour raison X ou Y, cette soirée, voilà, qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Et voilà, on est avec vous, on pense à vous, on vous a concocté une belle petite émission. Puis pour ceux qui regarderont l'émission en replay un peu plus tard, voilà, j'espère que vous vous régalerez parce que du coup, on a choisi quatre thèmes de Noël. Alors, il y a Nancy Kaifel qui va nous conter un des contes qu'elle a créé. Vous verrez, c'est très, très sympathique, très doux. Euh, Franck Ferrandis qui va revenir nous conter un conte japonais. Et puis, Jérôme, toi, t'en as aussi préparé un, Oui, qui est un j'ai. petit, on verra comment ça se passe, mais c'est un petit conte un peu de Noël, un peu gore, quoi. Oui, Ça bon, change, ça change. Mm. voilà. Et enfin, Damien de la séance de minuit qui clôturera donc cette dernière émission de l'année. Parce qu'après, allez, on se prend une semaine de vacances avec Jérôme et on se retrouve à la rentrée pour le prochain Mimi. Bien, écoute, Jérôme, si tu es prêt, installe-toi confortablement dans ton fauteuil. Prends-toi une petite tisane, un petit truc tranquille, tout doux, et puis on va écouter Nancy Kaifel qui va nous raconter une des histoires qu'elle a créées dans le cadre de son livre, et tu verras qu'il est une histoire un petit peu chamanique extraordinaire. Allez, on l'écoute. Bonjour Nancy Kay. Bonjour, Alors, Antoine. c'est la première fois qu'on te reçoit donc sur Miasma TV, et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, tu es autrice, illustratrice, et tu as tout le temps travaillé avec la petite enfance. C'est peut-être ça qui a donné ton amour pour raconter des histoires. Oui, alors j'ai pas toujours travaillé dans la petite enfance, mais je travaille désormais depuis plusieurs années. Et je suis moi-même maman de plusieurs enfants. Et les livres ont toujours tenu une grande importance dans la famille. Et j'ai toujours adoré écrire, effectivement. Et donc, du coup, c'était, je crois, pendant la période du Covid, hein, que tu as sorti ce merveilleux ouvrage qui s'appelle Matlanou, qui est, alors, pour ceux qui adorent les illustrations, elles sont magnifiques, très, très poétiques, ces illustrations. Et donc, tu l'as sorti quand, ce livre? Alors moi, j'ai commencé à l'écrire il y a un peu plus de 3 ans. Mhm. Au départ, il n'était pas destiné à être publié, c'était que pour les enfants de la toute petite école dans laquelle je travaille. C'est une toute, toute petite école des bords de Loire. Et puis, j'ai été portée par l'enthousiasme des enfants et voilà, j'ai trouvé un éditeur tourangeau. Enfin, ce sont des femmes qui tiennent cette maison d'édition. Et voilà, elles ont accepté d'éditer Matelanu, le premier tome. Le deuxième tome est en cours d'écriture. Les enfants de Matelanu ont beaucoup grandi dans le deuxième tome et ils se retrouvent enfin. Dans le premier tome, ils ne se connaissent pas. Voilà, on traverse 6 pays
C'est un livre qui est profondément animiste et voilà, il rassemble un petit peu toutes mes passions, toute la. Les passions, D'ailleurs, puis tes j'adore racines ta aussi, hein. chaîne. Tu m'as avoué Oui, que tu avais aussi une branche lointaine, Cherokee, c'est excellent, je trouve. tout à fait. Une aïeule Cherokee du tout début XXe siècle qui s'est mariée avec un Irlandais à l'époque. C'était encore D'accord, c'est très drôle tout ça. voilà. Et donc oui, voilà, tout ça me passionne. Voilà, l'animisme, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. D'ailleurs, l'histoire que je vais conter aujourd'hui, je pense qu'elle m'a été soufflée beaucoup dans mes rêves. Je reçois beaucoup dans mes rêves. Et il y a beaucoup de choses dans Matelanu qui m'ont été, je pense, soufflées. Ok, eh ben, Voilà. écoute, tu sais quoi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'installe tranquillement pour écouter donc ce premier conte de l'émission spéciale Noël. Donc c'est avec Nancy Kaifel, hein, donc Matelanou, et tu vas, eh ben voilà, on va t'écouter nous narrer, nous conter cette histoire. D'accord. Merci Antoine. Alors là, aujourd'hui, nous allons partir en Mongolie avec Kouchi et le loup bleu. J'entends le bruit d'un traîneau glisser sur la neige fraîche. Je l'entends qui se rapproche et je peux même l'apercevoir maintenant. C'est encore ce loup immense et bleu qui le tire à vive allure. Son regard perçant et sombre me fixe de loin. Il sait que je suis là, comme à chaque fois. Entre ses dents, je peux distinguer une perle blanche et nacrée. Elle est tellement belle. Le loup s'arrête à ma hauteur en me regardant intensément de ses yeux sombres et je comprends qu'il m'intime l'ordre de monter dans le grand traîneau. Je m'exécute sans peur et m'enroule dans cette couverture de zibeline épaisse et douce. Je suis bien et je me sens fort avec cet immense loup bleu qui m'emporte. Soudain, des bourrasques de neige me sautent au visage et je me réveille. Dans la yourte, tout est encore noir. Seule la lueur du feu dans le poêle au milieu éclaire faiblement ma couche et celle de mes parents près de moi. Je me sens fiévreux et comme à chaque fois que je suis malade, je rêve de ce loup bleu géant tenant une perle magnifique entre ses dents et tirant ce beau traîneau tout garni de fourrure. Dans le monde des rêves, je me sens conquérant et fort. J'ai même l'impression de voler. Dans ce monde de la réalité, je suis fragile et souvent malade, affaiblie par les trop nombreuses fièvres que personne ne peut expliquer. Ma mère à côté de moi me veille et se réveille aussitôt qu'elle me sent bouger près d'elle. « Kouchi, comment te sens-tu » me demande-t-elle en posant une main fraîche sur mon front. « Oh, tu es encore brûlant. Allez, tiens, bois un peu. » Et elle me tend un gobelet en métal contenant un breuvage dégoûtant censé me soigner. Ah, c'est pas bon. Elle pose un linge humide sur mon front et je ne peine pas à replonger dans le sommeil, tant je suis fatiguée. Pourvu que je retrouve mon grand loup bleu. Ce matin, il fait un beau soleil dehors. La neige recouvre la steppe de son grand manteau blanc et les branches des arbres, toutes de glace vêtues, brillent comme du cristal. Mes parents ne m'autorisent pas souvent à sortir de la yourte, de peur que le mal n'empire. Je regarde alors les autres enfants jouer ensemble, songeurs, imaginant 1000 jeux que je pourrais faire avec eux. J'étouffe, mais je ne sais plus si c'est la fièvre ou l'ennui qui m'empêche de respirer. Mon envie de découvrir le monde est de plus en plus forte. Oh, mais cette fièvre, pourquoi cette fièvre? Je veux comprendre ce mal qui m'empêche de vivre comme tous les garçons de mon âge. C'est décidé. Aujourd'hui, je braverai l'interdit et je partirai à la découverte de la steppe enneigée. Je m'emmitoufle dans mon manteau de peau, mes bottes aux pieds et ma toque de fourrure sur la tête. Je sors prudemment de la yourte, profitant que ma mère soit occupée à presser le fromage dehors et me faufile par derrière pour atteindre plus rapidement les abords de notre campement.
Les montagnes alentour m'attirent depuis toujours, comme si je savais déjà que la solution à tous ces maux qui me donnent de la fièvre était là-bas, loin. Ce sont les montagnes sacrées, m'a expliqué ma mère. Peu de personnes sont autorisées à y monter. Et puis, je ressens dans mon cœur l'appel de mon grand loup bleu, celui qui m'accompagne si souvent dans mes rêves brûlants. J'ai chaud, j'ai froid, mais je suis si fière de moi que la peur a laissé la place à la gaillardise, tant je m'étonne moi-même de mon courage. Dans la steppe, j'aperçois des takis. Un jour, je monterai ces petits chevaux sauvages et ils m'emmèneront encore plus loin. Perdue dans mes rêveries de conquête et de chevauchée, je ne vois pas arriver vers moi un grand traîneau. C'est son bruit familier, entendu tant de fois dans mes rêves, qui me sort de ma torpeur. Je n'en crois pas mes yeux. Mais c'est bien le grand loup bleu. Je frotte mon visage avec de la neige, pensant que la fièvre me joue encore un sale tour. Mais non, il est là, il est bien là et il me fixe de ses yeux perçants et sombres en s'arrêtant à ma hauteur. Je l'entends me dire de monter dans le traîneau. Pourtant, ses lèvres ne bougent pas d'un pouce. C'est comme s'il parlait à mon cœur et que j'entendais ses pensées. La perle magnifique entre ses dents étincelle au rayon du soleil. Je grimpe tant bien que mal dans le grand traîneau et je m'enroule dans l'épaisse couverture en fourrure. Mais cette fois-ci, je ne rêve pas. Je ressens la chaleur de la zibeline. Ou bien est-ce ma hardiesse qui enflamme joyeusement mon cœur? Sans attendre, le loup reprend sa course et m'entraîne vers les montagnes. Je commence à m'endormir, bercée par le rythme du traîneau. Mais le grand loup bleu se met à me parler. Il parle à mon cœur et j'entends ses pensées. Je comprends tout ce qu'il me dit. Couchy, sais-tu pourquoi je suis venue te chercher? Non, grand loup bleu, mais je savais que tu viendras un jour pour de vrai. Je t'attendais. Je t'emmène voir Oyung Bileg, car tu es destiné à devenir un grand chaman. Sans plus un mot, le grand loup bleu accélère et m'emporte toujours plus loin vers les montagnes sacrées. Et nous grimpons, nous grimpons, nous grimpons. La force de ce loup immense m'impressionne. Destiné à devenir un grand chaman, moi? Un chaman est un guérisseur qui soigne les corps et les âmes en souffrance. Alors pourquoi moi, qui suis toujours malade, d'un mal dont personne ne connaît ni la raison ni le remède, pourquoi saurais-je un jour guérir les autres Mongols? Et qui est Oyung Bileg? Il est vrai que dans les moments de grande fièvre, seule sur ma couche, j'ai la sensation d'être entre deux mondes, que le temps n'existe plus, comme s'il y avait le monde des vivants et celui de nos ancêtres. Ce monde qui est là, juste à côté, mais que personne ne voit. Quand je colle ma respiration au rythme du tambour que j'entends dans mes rêves et que je laisse mon esprit aller, je ressens la présence des anciens de ce monde et l'énergie de tout ce qui m'entoure. J'ai l'impression que l'on me parle, mais je ne comprends pas ce qu'on me dit. C'est alors qu'à chaque fois, le grand loup bleu vient à ma rencontre et m'emporte. Bien sûr, jamais je n'ai parlé de tout ça à mes parents. Ils sont déjà bien assez inquiets de me savoir toujours malade. Et nous voilà maintenant arrivés tout en haut d'une montagne et une épaisse brume envahit l'espace en contrebas. On n'y voit pas à 3 mètres. Oh, c'est presque effrayant, cette étendue immense de brume alors que nous sommes au bord d'un précipice. Soudain, le grand loup bleu laisse échapper la perle de sa bouche et elle tombe, 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 disparaissant dans la brume. Mais pourquoi as-tu laissé tomber ta perle? Elle était si belle. Le loup se tourne alors vers moi, ses yeux plissés d'un sourire mystérieux. Et tout à coup, la brume se dissipe, laissant apparaître un grand lac dont les eaux glacées se perdent dans l'infini de l'horizon. J'aperçois une île émergée du brouillard dont la roche brille au soleil maintenant. Je comprends alors que nous sommes arrivés au lac Baïkal, la perle de Sibérie.
Papa m'a souvent parlé de ce lac par-delà les montagnes sacrées, si grand qu'on dirait une mer glacée, un lac si blanc qu'on le croirait magique. Sans plus attendre, le loup se dirige vers un chemin et amorce la descente vers le grand lac. Une fois en bas, je suis éblouie par la glace qui a pris possession de cette mer intérieure. Et le traîneau glisse, 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 entraîné par mon loup, qui me laisse dans le silence, sans plus d'explication. Je m'enfonce alors profondément dans le traîneau, profitant du moelleux des coussins et de la douceur de la fourrure. J'ai l'impression de voler au-dessus du lac gelé désormais, tant le silence est puissant, tant le temps semble s'être arrêté. Alors que nous atteignons l'île, il stoppe sa course. Voici l'île d'Auckland. Le loup ne s'est pas retourné pour me transmettre son message. Il regarde l'entrée d'une grotte tout près, gardée par des totems se dressant haut vers le ciel. Je les découvre presque entièrement recouverts de rubans de toutes les couleurs. Je n'en avais jamais vu de si beau, ni de si grand. Au centre de cette ronde de géants de bois, un totem sculpté d'une tête de loup impose le respect, comme s'il était le chef d'un clan. Tout observé par la découverte de ces totems enrubannés, je n'ai pas remarqué que le loup bleu s'était détaché du traîneau. Il s'avance vers la grotte et, se retournant, m'intime maintenant l'ordre de le suivre. Je descends et ressens le froid mordant m'envelopper. Oh, je quitte à regret la chaleur de la fourrure pour le suivre. Je frissonne. Au fond de la grotte, un feu éclaire la cavité. Au fur et à mesure de ma progression, j'aperçois des tapisseries accrochées aux parois représentant la lune, les étoiles, le soleil, des animaux, les montagnes sacrées. Je pénètre dans la grotte, complètement captivée par ce que j'y découvre. Mais c'est comme si j'étais enfin arrivée chez moi. Je reconnais le cerf peint sur une peau de bête tendue, le grand tambour posé près du feu, et du fond de mon cœur, j'entends chanter ce chant que j'entends chaque fois que je me promène entre les deux mondes, au rythme de mes fièvres. Et j'entends le tambour résonner. Je me tourne alors vers mon grand loup bleu. Il me fixe de son regard perçant et sombre, et devant mes yeux ébahis, il se transforme en tournoyant, en formant une spirale à mesure que le son du tambour s'intensifie. Et devant les flammes du feu, se dresse désormais devant moi une femme chamane magnifique, au regard perçant et sombre. Devant cette chamane en habit rouge et bleu, fait d'une étoffe richement brodée et ornée de perles semblables à celles qu'elle tenait dans ses dents lorsqu'elle était mon loup bleu, je reste bouche bée. Et la fièvre tout à coup s'amplifie dans le corps de l'enfant chétif que je suis. Elle se met à chanter ce chant familier et la transe s'empare de moi. Elle tape fort sur son tambour et je danse, je tourne, je chante avec elle. J'atteins le monde des ancêtres qui se présentent tous à moi et me délivrent tour à tour un message du fond des âges. Tout mon être les reconnaît et à mesure que les enseignements me sont donnés, je sens la fièvre me quitter, mon corps se renforcer, mes muscles devenir forts, mes jambes me porter comme jamais. Au bout d'un temps qui n'existe pas dans le monde des ancêtres, je reviens au monde des vivants et me retrouve couchée au sol, près du feu. Le chaman me sourit et m'aide à me redresser. Je suis Oyung Bileg, chamane de l'île d'Auckland et gardienne de ce lieu. Je suis venue te visiter chaque fois que la maladie des chamans s'est emparée de toi. On l'appelle la touche de l'esprit. Tu te doutes maintenant que mon animal totem est le loup bleu? Le loup et moi ne faisons qu'un, et c'est grâce à sa puissance que j'ai pu t'amener jusqu'à moi. Il est temps désormais pour toi de recevoir l'enseignement des anciens de ce monde. Tu es le grand chaman Kushi, celui qui éclairera son peuple de sa lumière et de son savoir. Comme tout chaman, tu porteras en toi l'âme des mondes, et tous ces révélés, vérités et savoirs ancestrales. J'ai encore beaucoup à apprendre, je le sais, mais les enseignements d'Oyung Bileg seront autant de force et de sagesse à intégrer pour aider mon peuple de nomades. Dans mon cœur,
Je connais désormais les 4 éléments qui nous relient. La terre, le feu, l'air, l'eau. Je sais que tous sont unis par le 5e élément, l'amour. C'est avec ces éléments que je serai amenée à guérir, à guider mon peuple, et l'énergie de l'amour sera toujours mon maître intérieur. Oyung Bilek, oui, Kushi. Lors de mon voyage dans le monde des ancêtres, un aigle est venu se poser sur mon épaule. Sais-tu pourquoi? Il est ton animal totem. Il représente l'esprit et te demande de relever les défis, de prendre de la hauteur lorsque les problèmes s'offrent à toi, comme des occasions de dépasser tes limites. Et c'est ce que tu as fait en t'éloignant de ton village, malgré la fièvre et en bravant l'interdit. Tu as suivi ton cœur et ton intuition. Tu as relevé le défi. Les montagnes sacrées étaient la bonne destination. Nous allons fabriquer ensemble ton tambour et tailler le totem de l'aigle que tu emporteras avec toi. Tu devras travailler, apprendre, encore et encore, comprendre ce que les animaux, les arbres, les étoiles, les montagnes ont à t'enseigner. Au son du tambour, en chantant les chants de tes ancêtres, tu pourras les entendre t'instruire et tu deviendras un lien entre le monde minéral, le monde végétal et le monde animal, entre le monde de nos ancêtres et celui des vivants. En buvant les paroles d'Ouyung Bilek, je comprends qu'elle attendait depuis toujours pour enfin me guérir de cette fièvre qui a accompagné mes nuits et mes jours depuis ma naissance. Elle attendait que l'aigle en moi se révèle, que je dépasse mes peurs et réponde à l'appel du grand loup bleu. Bientôt, je reviendrai auprès de mes parents, plus forts et grandis, riches d'un savoir vieux de milliers d'années. Ils ne vont pas me reconnaître. Je pourrai leur dire que je suis guérie de la maladie des chamans, que j'ai été touchée par l'esprit de nos ancêtres. Maman pourra dormir sur ses 2 oreilles et cesser de me veiller la nuit. Mais comme l'apprentissage sera long, je n'oublierai pas de garder mon âme d'enfant pour jouer dans la neige à 1000 jeux avec les autres enfants du clan. Enfin, je ressens d'ailleurs que je le dois. Je le dois à l'enfant que je suis encore. Je suis Kushi, un garçon devenu chaman d'une tribu peuplée de nomades qui vivent au pied des montagnes sacrées, dans la grande steppe de Mongolie. J'ai guéri de ma fièvre sur les bords du lac Baïkal, la perle de Sibérie, dans une grotte de l'île d'Oklom, grâce à un grand loup bleu qui sera mon ami pour toujours. Je suis Kushi, l'aigle qui veille et qui relève les défis de la vie. Eh bien, merci Nancy Kay, c'était très, très doux, très, très agréable à écouter, et puis une histoire tout à fait merveilleuse pour ce conte de Noël. Merci Antoine. Je suis inspirée par des émissions comme la tienne, par le magazine que tu publies et voilà, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, et tous les intervenants qui viennent chez toi, Elisabeth, voilà, qui m'a beaucoup inspirée depuis toutes ces années. On en profite pour faire un gros bisou à Elisabeth de Caligny. Et puis également Romain Priou, entre autres, que vraiment j'apprécie beaucoup ses interventions à chaque fois sur YouTube. Eh bien écoute, voilà, maintenant tu fais toi aussi partie de la grande famille de Miasme TV, de Génération Cité d'Or. C'était en tout cas un grand plaisir de t'écouter ce soir. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Et puis il reste encore plein de contes à écouter pour ce spécial Noël. Donc on va aller rejoindre nos autres amis. Passe de très bonnes fêtes, Nancy Kay. Joyeux Noël, Antoine, et puis merci beaucoup. Bah, il a l'air bien sympathique son livre Mate la nu. Ça donne envie. Elle a une belle plume, comme on dit. Un peu tard pour en faire un cadeau de Noël, mais effectivement, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la description que j'ai mis sous la vidéo. En parlant de cadeau de Noël, Antoine, hein, bah moi j'ai un cadeau pour toi. Oh, Une boîte de mouchoirs. c'est bon, je les ai déjà. Tu les as déjà. Mince. Bon. Non, j'ai un autre cadeau pour toi. Allez. Tiens. Joyeux Noël, Antoine. Je te le passe. C'est la magie des images. Regardez. Hop. Écoute, merci Jérôme. Je crois qu'on vient d'inventer, ça y est, le vortex à cadeau.
C'est ça. Hein, On c'est a inventé génial. C'est un portail génial. pour se passer des cadeaux à distance. C'est ça la magie de Mimi. C'est Et- ça. Bon, si vous nous envoyez 1 milliard de dollars, on vous expliquera comment faire. Pas de problème. On est là pour réceptionner. T'as vu, je tiens toujours à mon milliard de dollars, hein. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Tu, tu remarques. Continue à y croire, Antoine. Ça va Oh, marcher. Mehdi, Vivre et mourir dans la matrice artificielle, tome 2, au service de la résistance, Tu de l'avais pas, notre celui-là? ami. Non, je l'ai pas, celui-ci. De notre Notre ami ami Antoine. Rock Soccer. Rock Non, non, moi j'ai le Soccer. premier. Mm, J'ai le premier. C'est vrai que toi, tu as le premier, les premières éditions avec la couverture. mm. Hmm. Un Bon, spécial, mais c'est celui-là. cool. Voilà. Bah écoute, merci Jérôme. Bonne lecture. Merci. Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais feuilleter le livre et puis on va retrouver Franck Ferrandis pour un conte de Noël japonais. Et pour continuer ces contes de Noël, nous avons le plaisir de recevoir Franck Ferrandis. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors Franck, ce soir, tu vas nous conter un conte japonais, un conte assez ancien, qui parle d'un homme perdu hors du temps et d'une princesse d'outre-monde. Oui. Alors tout d'abord, parler un tout petit peu de l'origine de ce conte, puisqu'elle se perd très très loin en fait dans le temps. Il se trouve que avec l'introduction des kanji, des idéogrammes chinois, les autorités japonaises, en tout cas les autorités religieuses et politiques, avaient l'habitude de consigner tous les faits étranges. Parce que quelque part, c'était l'invisible qui souhaitait communiquer quelque chose au monde des humains. Évidemment, il fallait consigner toutes ces choses et les étudier. Ce conte, en fait, vient de ces compilations, sachant que cette dernière compilation comment dire, que je vais utiliser en fait ce soir, est conservée au Collège de France. Donc, imaginons que nous trouvons il y a très, 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 très longtemps, en fait, au Japon, sur les bords d'une plage. Et il y a un jeune pêcheur qui se trouve être là, qui s'appelle Urashima Taro, qui voit trois horribles gamins qui sont en train de tourmenter une tortue, ou quelque chose qui ressemble à une tortue. Il est indigné, il s'approche des gamins, il les chasse, il dit, vous n'avez pas honte, et il se trouve devant une... Mais cette tortue est vraiment énorme, hein. Elle a vraiment une drôle de forme. Il l'aide à retourner à la mer, et s'en retourne chez lui, chez ses parents, et raconte cette histoire Et son père lui dit, bah, tu as bien fait. Tu as bien fait parce que peut-être que le roi de la mer te récompensera. Et en effet, le lendemain partant à la pêche, voilà qu'il y a énormément de poissons dans ses filets et qu'apparaît la tortue. Elle dit, bonjour, Urashimataro. Hier, tu m'as sauvé des horribles gamins. Sur la terre, je suis sans aucun pouvoir. Mais dans la mer, mes forces sont illimitées. Et si tu le souhaites, pour te récompenser, je vais t'emmener dans le palais de mon père. Tu peux refuser ou accepter. Urashima Taro ne réfléchit même pas, dit, voilà une occasion unique d'aller dans un autre monde. Voilà une occasion unique de rencontrer les dieux. Oui, bien sûr, je serais très heureux de rendre mes hommages au roi de la mer, au roi dragon, vivant par-dessous les ondes. Cette divinité qui vit dans le pôle des pôles. Eh bien, très bien. Grimpe sur mon dos. Et voilà que Urashima Taro grimpe sur le dos de la tortue et descend, 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 descend. Il passe des eaux d'ici bas aux eaux de l'autre monde. Et le voici face à un immense palais. Il est reçu par Ryujin lui-même, la divinité des ondes, dans ce pôle des pôles. Et tout d'un coup, la tortue se transforme en une magnifique princesse qui s'appelle Otohime. Voilà, Urashima. Voilà quelle est ma véritable forme. Je suis la princesse des ondes. Et voici mon père. Et je voulais vraiment te récompenser. Et si tu le souhaites, tu pourras rester toute une journée ici et goûter aux mets les plus délicats de la mer. Pendant le repas, Urashima et la jeune Otohime s'échangent des regards. Et c'est évident, ils sont amoureux. On ne perd pas de temps dans le royaume des ondes, ils se marient. Urashima va passer 3 jours au royaume des ondes. Mais il se dit, mais il faudrait quand même que je prévienne mes parents que je me suis marié. Et je commence à avoir un peu la nostalgie.
Et Otohime est un petit peu triste. Il dit, ah, tu veux retourner dans le monde des hommes, je comprends, c'est tout à fait normal. Ah, je vais t'accompagner. Mais emporte cette boîte avec toi. Emporte cette boîte et attention, ne l'ouvre jamais. Très bien. La jeune Otohime se transforme à nouveau en une tortue. Il grimpe sur son dos et se retrouve sur la plage. Elle lui dit, écoute, tu sais bien que dans le monde des hommes, je n'ai aucune force. Donc je vais m'éloigner, je reviendrai ce soir au coucher du soleil. Je serai là-bas près de l'îlot. Très bien. Donc Urashima commence à aller vers son village et il ne reconnaît absolument rien. Il va vers quelques pêcheurs ou paysans. Il commence à leur parler, mais a du mal à comprendre leur langage. Comme il connaît un petit peu les kanji, il commence à tracer des signes sur le sol. Il dit, oh oui, tu veux parler de tel village? Mais tu sais, ce village est disparu il y a presque 300 ans. Il a été emporté par un tsunami. Là, il est dépité. Il voit d'autres paysans. Il dit, je m'appelle Urashima Taro. Les paysans rient. Urashima Taro? Le... Non, ça, ce n'est pas possible. Urashima Taro a disparu il y a au moins 5 siècles. C'est une légende maintenant. Dépité, il ne comprend rien. Il se retourne autour de lui. Rien ne correspond à son époque. Il dit, c'est peut-être à cause de la boîte. Il l'ouvre. Instantanément, elle transforme en squelette, puis en cendre. Quelque temps après, la tortue revient sur les bords du rivage et ne trouve pas. Et ce que dit en fait la légende, et en tout cas les différents registres, c'est que on va par la suite voir au XIVe siècle, au XVe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et pourquoi pas au XXe siècle, puisque malheureusement ces registres s'arrêtent euh, après 1854, une jeune femme portant des cheveux rouges dans un globe tortue, couvert de verre, d'écailles, de fer, enfin ça dépend des descriptions. Et à chaque fois, elle a l'air extrêmement triste. Elle a l'air de chercher quelqu'un. Elle aussi porte une boîte et ne veut jamais s'en séparer. Et à chaque fois, elle pose toujours les mêmes questions. Et à chaque fois, les gens ne comprennent pas sa question. Nous avons dans les registres son apparition en 1691, en 1600, en 1795, en 1803. Et ça continue. Pauvre, pauvre princesse Otohime. Peut-être qu'un jour, en allant sur une plage du Japon, vous aussi, vous verrez une jeune femme avec une superbe chevelure rouge, l'air un peu triste, portant une boîte et venant d'un globe tortue. S'il vous plaît, dites-lui que Urashima Taro est maintenant au paradis et que sa quête peut prendre fin. C'est ce conte. Eh bien, merci Franck. Très beau conte japonais. On a l'illustration là à l'écran. Euh, je voulais juste revenir sur cette forme donc qui représente la tortue, mais qui a été pris très souvent aussi potentiellement pour une soucoupe volante par les ufologues. Tu veux nous en dire deux mots? Oui, en fait, c'est un globe tortue qui permet d'aller euh, des eaux d'ici-bas aux eaux d'en haut. Et donc, c'est quelque chose qui va, pour ainsi dire, soudre dans le monde d'à côté, dans ce qu'on appelle en fait le mundus imaginalis, le monde imaginal, c'est-à-dire un monde connaturel où vivent les forces, les dieux, les patterns qui créent ce monde. Donc, nous sommes dans un tout autre registre. Je crois qu'il est important en fait d'écouter les Japonais sur ce point-là et ne pas projeter en fait nos représentations à nous. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Très bien. En tout cas, je te remercie pour ce conte. Je vais te souhaiter de passer de très très bonnes fêtes. Très très bonne Et fête également. puis, Très très on bonne se fête à tout le monde merci. Et et puis, on se dit à 2023. à 2023. Bon, voilà, bon.
On avait demandé à Franck de faire un peu court, c'est vrai qu'on l'aurait écouté pendant des heures et des heures. Mais cette légende, c'est vrai c'est une légende qui est très connue là-bas au Japon, un peu moins ici en France, mais chez les ufologues, hein, comme je l'ai dit à Franck, cette espèce de sphère tortue là, ça ressemble quand même à un Ohani. Un bel Ohani japonais là. Voilà. Mais bon, voilà, Jérôme, écoute, moi aussi, je suis pas venu les mains vides. Hein, oh, c'est gentil, Antoine. Bah oui, c'est normal, regarde. Allez, deuxième effet vortex. Allez, on la retente dans l'autre sens cette fois-ci. Oh, merci Antoine. Ça a l'air d'être un livre. Ouais, on a des cadeaux Natello, qu'est-ce que je te dis? Bah oui, non, mais t'as raison, exactement. Alors, celui-ci, je sais que tu ne l'avais pas. Parce qu'il est tout frais, tout beau, tout sorti de l'imprimerie. Sympathique. Et alors, on va dire, ouais, Antoine, il offre le dernier livre qu'il a édité à Jérôme. Mais non, c'est pas que. Là, Jérôme, tu as une édition unique qui ne sera jamais rééditée. C'est la version donc noir et blanc, le BAT noir et blanc de la version illustrée, mais en noir et blanc, et avec une couverture que finalement on n'a pas retenue. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux exemplaires comme celui-ci, c'est un exemplaire unique. Voilà. Eh ben, un grand merci Antoine. En plus, je vois qu'il est dédicacé. Ah ben oui, tout à fait. Et le jour voilà, où Pascal Cazotte sera un auteur, un best-seller, voilà, cet exemplaire sera très, très valorisé. Il faudra de l'or, comme on dit. Exactement. Bon, voilà, en tout cas, on a de quoi lire. La semaine prochaine, on va pas s'ennuyer. C'est ça. Alors, et puis vous savez, dans les contes de Noël, eh bien, il n'y a pas que des histoires qui se terminent bien. Parfois, il y a des faits divers qui se passent à Noël et qui sont des plus mystérieux. Et je crois, Jérôme, que tu voulais bien justement revenir sur une affaire, ce qu'on appelle un cold case, quelque chose qui n'a jamais été résolu. C'est ça, un des plus célèbres cold case français de Noël. Donc moi j'avais pris connaissance de cette histoire. C'était une youtubeuse, alors je m'excuse, j'ai oublié son nom, qui avait partagé cette info. Je crois que c'était le Noël dernier, il y a un an. Elle avait fait une petite vidéo là-dessus. Et puis il y a Lionel Camille qui a qui a posté récemment une vidéo sur cette affaire de disparition mystérieuse qui s'est passée justement donc il y a 50 ans. Entre la nuit du 24 et 25 décembre. Alors ça se passait en Charente, à côté de la ville de Cognac, donc dans un tout petit bourg, c'est Saint-Augean, Boutier-Saint-Augean, pardon. Donc en fait c'est le cas de la disparition de la famille Méchineau. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc ça s'est passé, comme je vous l'explique, la veille de Noël. Donc cette famille était donc, c'était 4 personnes. Hein. Donc il y avait le père, Jacques, qui avait 31 ans, qui était ouvrier et qui faisait un petit peu de blague. Il réparait des voitures. Enfin bon, ça a une importance dans l'enquête qu'il y a eu derrière. Sa femme, Pierrette, 29 ans, qui était une très belle femme, hein, mère au foyer. Ils avaient 2 enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. Et donc, eh bien, cette soirée de Noël de 1972, ils avaient décidé de passer la soirée chez des amis à Cognac, donc à 4 kilomètres de chez eux. Donc, ils ont passé la soirée chez leurs amis, tout s'est bien passé, y a rien eu d'anormal, mis à part qu'apparemment, Jacques Méchineau, il n'était pas pressé de vouloir rentrer apparemment ce soir-là, mais bon, je crois qu'ils sont repartis quand même vers une heure du matin, puisque leur ami travaillait le lendemain. Et puis, voilà. Comment s'est passée la soirée? Alors, il faut savoir que bon, dans leur petit village, il y a bien sûr des voisins. C'est un tout petit village à l'époque, 1972, tout le monde se connaît plus ou moins. Et puis, bah, les voisins, justement, de la famille Michino remarquent le lendemain que bah, il n'y a pas leur voiture, aucun signe de vie dans la maison. Donc, on va pas dire que ça les inquiète, mais ils se posent des questions, quoi, puisque bah apparemment ils n'avaient pas entendu dire que la famille Michino serait absente ce jour-là, le 25, puisque ils comptaient fêter justement Noël chez eux. Et puis
alors c'est au bout d'un certain temps, ils étaient en relation avec le frère et le père de Pierrette justement. Ils connaissaient bien la famille et donc ils ont appelé le père et le frère de Pierrette pour signaler que bah justement ça leur paraissait bizarre. Il y avait personne chez comment dans cette maison des Méchineaux, voilà, du père Jacques. Et du coup, le père et le frère de Pierrette Méchineau, donc à un moment donné, sont allés à la gendarmerie pour quand même signaler on va dire entre guillemets la disparition, quoi, parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de leur fille et de son mari et des deux enfants. Donc les gendarmes sur le moment, eux, au bout de 2 jours, ils n'ont pas pris ça vraiment très au sérieux. Ils ont dit, écoutez, ils ont très bien pu partir en vacances. Sans prévenir personne, voilà, ils sont partis quelques jours quelque part, voilà, bon, on va pas s'inquiéter, quoi, on va attendre, quoi. À l'époque, hein, en 1972, la gendarmerie ne réagissait peut-être pas aussi rapidement que maintenant. Mais les jours passent et donc c'est vraiment ça commence à devenir extrêmement inquiétant. C'est le 6 janvier. 6 janvier 1973, donc soit 13 jours après la soirée de Noël, le premier jour où on a annoncé leur disparition. Et là, les gendarmes quand même commencent à prendre ça au sérieux, donc ils s'introduisent dans la maison. Euh, et là, ils constatent que, à leur grande surprise, tout est resté intact comme le soir de Noël. En fait, il y a encore les cadeaux sous le sapin. Il y a encore toutes leurs affaires, même ils retrouvent même leurs papiers, leurs passeports, les vêtements. Enfin, il y a tout. C'est comme s'ils étaient partis le soir de Noël, ils ne sont jamais rentrés. Donc là, oui, en effet, ils commencent à prendre cette affaire très au sérieux. Donc, alors, la première piste qu'ils explorent, c'est celle de l'accident. Parce qu'il faut savoir que ce soir de Noël, à Cognac, il y avait un brouillard apparemment à couper au couteau. Donc, comme justement pour rentrer de chez leurs amis, comme je vous le disais, il y a 4 kilomètres, hein, et ça longe à un moment la Charente. Donc, ils se sont dit, bah, avec le brouillard, peut-être ils ont fait une malheureuse sortie de route et ils sont tombés peut-être dans la Charente. C'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé, on les a pas retrouvés encore à cet instant. Donc, bah là, ils commencent à déployer les gros moyens. Il y a des plongeurs. Ils commencent à sonder toute la Charente aux endroits où ils auraient pu faire une sortie de route, mais bon, ils remarquent rien, pas de traces de pneus, pas de traces de freinage sur la route, il y a rien de suspect, quoi. Donc ils cherchent un petit peu à l'aveuglette, quoi. Ils ne trouvent rien. Et du coup, les jours passent, et toujours aucune nouvelle de la famille Méchineau, donc quand même le père, la femme et les deux enfants, quoi. Et ça commence à devenir extrêmement inquiétant. Donc là, bah, les gendarmes commencent à mener toute une enquête, hein. Alors, on s'aperçoit que apparemment, Pierrette avait une liaison avec un des fils des voisins de chez eux. Et bon, apparemment, à ce ils en auraient tiré de cette investigation, elle avait soi-disant l'intention de quitter son mari juste après les fêtes. Alors, ça a quand même, je dirais, mis la puce à l'oreille des gendarmes qui se sont dit, bon, alors là, on est peut-être face à quelqu'un hein, qui a voulu tuer toute sa famille, qui a eu un coup de sang le soir de Noël et puis qui a décidé peut-être même de se suicider avec toute la famille dans la voiture et peut-être se jeter volontairement dans la Charente. Alors, ils se disent peut-être que ça s'est passé à un autre endroit, donc les recherches sont de plus en plus étendues hein, au niveau de la Charente. Ils sont je ne sais combien de kilomètres de rive de la Charente. Ils ne trouvent rien. Ils trouvent une voiture, mais ce n'est pas celle des Méchinois. Alors, il faut savoir qu'ils avaient une Simca rouge. Et donc, bon, ils ont fait quand même une enquête aussi du côté du fils du voisin, mais bon, apparemment, lui n'avait strictement rien à se reprocher dans cette histoire de disparition. Et voilà où en est restée cette enquête. Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas où est passée cette famille. Il faut savoir qu'il y a quelques années de cela, on a, je ne sais plus pour quelle raison, on a retrouvé une Simca, justement, de couleur grenat, rouge, dans la Charente. Donc, on a tout de suite pensé que c'était celle des Méchinots. Enfin, on l'aurait retrouvée des dizaines d'années après. Mais bon, déjà, elle était vide. Et en plus, ils ont regardé les plaques d'immatriculation et le numéro de série de la voiture. Ça ne correspondait pas au véhicule des Méchinots. Donc, encore fausse piste. Donc voilà, on est dans un cold case. Voilà, au bout de 50 ans, on n'a toujours pas résolu qu'est-ce qui est arrivé à cette famille. Surtout, moi, j'ai une pensée pour les deux enfants, en espérant que le pire ne soit pas arrivé ce soir-là. Voilà, j'aime à penser peut-être que, allez, ils sont partis d'un coup de tête refaire leur vie ailleurs, dans un autre pays, que sais-je. Et puis, Oui, parce que ça pourrait être quoi finalement? ah bah, c'est Hormis le fait qu'il soit suicidé effectivement dans cet endroit et que la voiture a été emportée, et bon d'accord. Après, ça pourrait être qu'il soit parti dans un autre pays.
Mais est-ce qu'ils étaient criblés de dettes, etc. Après, ça peut être aussi, tu sais, comme l'histoire du pont de Ligonnès. Hein, il s'est peut-être débarrassé du corps de sa femme et de ses enfants, peut-être. Et puis lui est parti. On l'a jamais retrouvé, comme du Xavier du pont de Ligonnès, quoi. Mm. Peut-être. Voilà, c'est aussi une piste. Et sinon, par rapport au thème de notre émission, ça peut être aussi effectivement le fait qu'il soit passé un cas exceptionnel de trou de verre Mhm. et qu'ils aient disparu. Hein. D'ailleurs, c'est Marie Roca qui a écrit beaucoup sur ce sujet. Et comme tu le disais aussi, Lionel Camille, qui a fait un certain nombre d'émissions de personnes qui disparaissent Et sous qu'on ne les yeux retrouve jamais. de tout le monde, qu'on ne retrouve jamais. Et Eh peut-être bien, que voilà, il passe dans un trou de verre quelques secondes, mais ces quelques secondes sont chez nous peut-être, que sais-je, 50, 100 ans, 300 ans. Et lorsqu'ils oui, et puis, reviendront, eh ben voilà, ils reviendront à bord de leur Simca dans 300 ans peut-être, oui, ils ne reviendront peut-être jamais. Parce que peut-être jamais. un trou de verre, ça se trouve, ça broie tout, littéralement, et puis ça atomise toute chose. Eh Bon, bien, c'est une histoire de Noël un petit peu glauque. un Mm. petit peu glauque quand même, Jérôme. Mais bon, voilà, c'est dans la thématique des mimis. Donc, oh, mais c'est un cas qu'on connaissait pas. Tu sais s'il y a eu des médiums qui ont enquêté sur là-dessus? J'ai pas eu, non, j'ai pas eu écho le fait que des médiums aient travaillé sur ce cas. Ça serait intéressant. Voilà, Ouais, si, hein. si un Nos médium amis nous, médiums, hein, nous si, tout à ami fait. médium, si l'un d'entre vous qui voit cette vidéo, voilà, pourquoi pas essayer d'investiguer dans ce sens. On pourra peut-être obtenir enfin des réponses, quoi. Mm. Exactement. Vous nous envoyez ça sur l'adresse Gmail, le journal des BN, BN comme bonne nouvelle, arobase gmail.com. Voilà. Bon, et puis comme on voulait pas non plus aussi venir les mains vides pour vous, j'ai décidé de vous offrir en version PDF soit le livre de Pascal Cazotte, soit le livre de Marie Roca, voilà, pour les 10 premiers qui nous enverront un petit message sympathique de Noël en précisant si c'est Pascal ou Marie que vous souhaitez obtenir en version PDF. Donc, vous nous écrivez à lejournaldbn@gmail.com, l'adresse mail dans tous les cas, et dans la description de la vidéo. Puis voilà, c'est notre petit cadeau de Noël à nous. Et dernier cadeau de Noël et dernier cadeau de l'année, c'est l'intervention de notre ami Damien, donc de la séance de minuit, avec qui vous avez traité d'un film là, qui va sortir, ou qui est peut-être sorti déjà, Qui est sorti, ouais, qui est sorti. on s'est fait un petit entretien tous les deux sur le film Violent Night, voilà, qui est sorti le 30 novembre. Et moi, je vais le voir la semaine prochaine, Antoine. Voilà, j'attendais d'être en vacances pour aller me faire une petite session cinéma. Et du coup, voilà, alors Damien l'a vu et puis bah voilà, je voulais en parler de ce film et je me suis dit bonne idée d'inviter Damien pour en discuter. Donc voilà, je vous laisse voir l'entretien que j'ai eu. Eh bien, écoute, on va l'écouter, tout simplement. Alors moi, pour justement parler d'un sujet de Noël, moi j'aime bien, chaque fin d'année, il y a plein de films sympas qui sortent, c'est la période au mois de décembre. Et puis, bah moi j'ai vu passer un film qui est sorti le 30 novembre, c'est Violent Night. Donc c'est un film Père Noël, mais alors bon moi souvent je zappe hein, sur la télé, la TNT, et puis là depuis déjà un mois ils nous passent des films Cucul la praline, le Père Noël, la jolie journée du Père Noël, un Noël magique, je sais plus combien ils ont de, ils ont de titres, il y en a tellement. Mais moi j'aime bien, c'est les films de Noël un peu trash. Moi je suis resté toujours fan du Père Noël est une ordure, hein, ça, le grand classique français. Et puis bah voilà, j'ai vu passer ce film là qui est sorti, Violent Night. Et bah, qui de mieux que d'inviter Damien de la chaîne La Séance de Minuit pour parler de ce film. Salut Damien. Eh ben, salut Jérôme, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Ah non, mais voilà, tout de suite, j'ai eu ce déclic. J'ai dit, il faut que je parle d'un film. Bah, qui de mieux que d'inviter un spécialiste des films, allez, des films science-fiction, horreur, voilà. Bon, ben, c'est gentil, merci beaucoup et je suis ravi de discuter de ce film avec toi. Ok. Donc, alors, je vais être franc, moi je ne l'ai pas vu.
Damien l'a Mhm. vu. Moi, voilà, je suis en vacances dans une semaine. Hein. Je vais me faire une petite session cinéma entre Avatar 2 et puis Eh oui, Violent Night. Voilà, j'ai déjà mes deux films. En plus, Avatar 2, je crois qu'il dure 3h12. Hein. c'est ça. Il faut prendre, voilà, prendre des réserves avant d'aller voir le film. Exactement. Ouais, ouais, c'est assez long, mais ça va quand même. Ça passe assez vite. Il est vraiment bien. Ouais, j'en doute pas. Me Mm. spoile pas. Je ne dis rien. Par contre, tu vas me spoiler Violent Night, ça, il n'y a pas de souci. Ça Alors, marche. moi, j'ai accroché quand j'ai vu la bande-annonce cette semaine, parce que l'acteur principal qui joue ce Père Noël, c'est David Harbour. Donc, vous le reconnaîtrez, hein, c'est cet acteur qui joue le rôle de Jim Hooper, hein, c'est le flic dans Stranger Things, mais qui joue aussi Hellboy. Exactement. Voilà, c'est avec ses cornes coupées là, hein, Mm. ce demi-démon que j'adore aussi. Et donc, alors c'est un film Père Noël trash. Voilà, moi j'aime bien. Alors, j'ai vu la bande-annonce, ça nous explique dans les grandes lignes hein, un Père Noël qui tombe dans une famille où il y a une prise d'otage. Bon, alors je vais te laisser nous expliquer tout ça, Damien. Bah, écoute, en fait, effectivement, on est là sur un film un petit peu, genre Home Invasion, tu vois? On est sur un thriller d'action, un peu comédie parfois et le tout saupoudré, en fait, de magie de Noël, tu vois? Et effectivement, donc comme tu le disais, hein, ça se passe un soir de Noël. On a un groupe de terroristes, on va dire ça comme ça, qui prend en otage, en fait, une famille qui est assez riche et qui planque de l'argent, évidemment, dans son manoir. Et en fait, ils avaient tout prévu en fait pour que leur plan se déroule au mieux, sauf que bah il y a un invité surprise qui est caché Surprise. dans la maison en fait, qui est le Père Noël, le véritable Père Noël qui en pleine tournée de distribution de cadeaux se retrouve en plein milieu de cette de tout ça et donc ben au début il va essayer de partir, tu vois, il se dit bah je vais peut-être pas rester, je me casse Je suis et puis tombé. finalement voilà où je suis tombé puis il s'aperçoit qu'il y a une petite fille qui est là en fait et non, il va tout faire pour la sauver et ramener l'esprit de Noël dans Ouais, cette parce que famille qui est complètement dysfonctionnelle. j'ai vu dans les extraits, il a une tablette où il voit les gens qui ont été sages et les pas sages, quoi. Oui, C'est c'est ça. ça, exactement, ouais. Et donc, il voit bien que cette petite fille a été très sage et que les terroristes, ils sont pas sages, par contre. Ah non, eux non. Donc, c'est un film. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Die Hard, parce qu'il y a beaucoup de films qui se passent le soir de Noël. Et puis, cette prise d'otage avec cet invité surprise, ça m'a fait penser un petit peu à Die Hard, piège de cristal qui se déroule justement le soir de Noël. Je sais pas si tu as Mais pensé aussi. mais évidemment, en fait, tu as totalement raison. C'est Piège de cristal, donc c'est Die Hard. Et ce qui est marrant, c'est que donc on va avoir d'un côté donc Die Hard, comme on le disait, mais de l'autre côté Maman, j'ai raté l'avion. Et on a l'impression que c'est un petit peu comme une fusion de ces deux films. Donc le Mhm. Père Noël, c'est John McClane et la petite fille va devenir Kevin McAllister. Et les deux vont en fait s'entraider pour déjouer du coup ces terroristes. Cette prise d'otage. Voilà, donc c'est assez original en fait comme film, vraiment. Ouais, moi, je te dis, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a vraiment donné envie d'aller le voir et je vais aller le voir. Voilà. Ah oui, oui, vraiment, il faut aller le voir. C'est sympa et comme tu le disais, ça change de tous ces films un peu guimauve, neuneux qu'on a sur M6, tu sais, avec l'avocate de New York qui arrive Ouais, ouais, qui rejoint en sa plein cœur famille et qui tombe amoureuse, voilà, du du prince bûcheron du charmant, du coin. bûcheron, c'est ça. Donc là, ouais, ça bastonne, hein, parce que le Père Noël, alors il est un peu spécial ce Père Noël, parce que on va spoiler quand même un petit peu l'histoire. C'est le vrai Père Noël. Mais Exactement. on voit au début de la bande-annonce, il est en train de prendre un bon coup dans un bar. Le soir de Noël, il est en train de bien se charger, comme on dit. Parce que il est un petit Ouais. peu désabusé, quoi, voilà, parce qu'au Noël aujourd'hui, on le sait, c'est devenu c'est le Père Noël Coca-Cola, c'est devenu vraiment la fête commerciale, et puis surtout les générations actuelles qui arrivent, ils en ont plus rien à faire du Père Noël, quoi. C'est surtout Mm. avant tout les jouets, et c'est ce que lui il se rend compte un petit peu, et puis il est vraiment désabusé de cette soirée de Noël, mais bon, il fait quand même sa tournée, quoi. Exactement, oui, c'est vrai qu'au début, on est face à un
Père Noël dépressif en fait qui, comme tu le disais, bah, est quand même triste de voir que les enfants ne s'intéressent plus à lui. C'est internet, c'est les jeux vidéo et puis lui est relégué au second plan et justement quand il va croiser en fait cette petite fille dans cette maison qui est donc pris en otage, et qu'il voit en fait, bah, qu'elle croit en lui, ça va lui redonner de la force et là, on a affaire à un Père Noël qui distribue d'autres genres de cadeaux, en fait. Ouais, il distribue voilà, des pains, Exactement, c'est ça. Ah, puis ça y va parce que c'est Mm. vrai que c'est parfois même assez gore, tu vois. Ouais, Donc, c'est trash, ouais, c'est c'est sans trash. complexe, Ouais. c'est violent, ouais, c'est Ouais, bah, d'où le titre, hein, Violent Night. Hein. exactement. Mais alors, on en parlait ensemble. Tu m'as dit, t'as fait aussi des petites relations dans ce film. Enfin, il y a des trucs sympas apparemment qui ressortent. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on est face à, comme je le disais, une sorte de home invasion, un film comme ça un peu brutal, mais à l'intérieur, il y a un tout petit passage, alors qui, pour moi, c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire que ça n'a pas été vraiment fouillé, approfondi. C'est-à-dire que le Père Noël va à un moment donné expliquer à la petite fille en fait ses origines et il va lui dire que bah, de base c'était un Viking très violent qui fracassait des crânes avec son marteau en fait qui s'appelait le broyeur de crânes et donc voilà c'était un pilleur voleur et qu'il s'est assagi et qu'il est devenu le Père Noël. Et effectivement, alors c'est pour ça que je trouve ça dommage parce que c'est vraiment juste lancé comme ça autour d'une petite phrase en fait dans le film. Mais on a dans le mythe en fait scandinave des Vikings cette fête qui s'appelait Yule, qui se déroulait aux alentours du solstice d'hiver et en fait c'était une période très importante en fait pour eux. D'ailleurs ils décoraient leur maison intérieure comme extérieure, c'est-à-dire qu'on avait déjà peut-être même les prémices de ce qu'est Les Noël prémices aujourd'hui, de. c'est-à-dire voilà une sorte de sapin un peu décoré, du houx, du gui, des branchages comme ça qui étaient accrochés ici et là dans les habitations. On faisait également des couronnes tressées comme on le fait encore aujourd'hui sur les portes et autres. Donc on avait déjà voilà tout ça. Et donc c'était une période assez importante parce qu'on avait également les morts qui revenaient en fait, c'est-à-dire qu'il y avait comme une brèche qui s'ouvrait entre notre monde et l'au-delà et les morts pouvaient venir et venir en fait marcher parmi les vivants et même Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je prépare une émission avec Franck Ferrandis. ouais. Et il me disait qu'il y avait, bon, au Japon, hein, par rapport aux dolmens, tout ça, qui sont orientés au solstice d'hiver, là-bas, les légendes et les locaux racontent qu'en fait, c'était des portes interdimensionnelles qui s'ouvraient à ces moments de l'année et pour pouvoir communiquer avec l'autre monde. Ouais, comme quoi tu vois au final dans toutes les Tout se retrouve, quoi. et donc les défunts avaient une place vraiment importante en fait à cette période de l'année puisque donc il y avait comme une sorte de brèche qui s'ouvrait entre notre monde et l'au-delà et les morts en fait pouvaient revenir parmi les vivants. Également cette nuit-là en fait donc pendant la fête de Yule, on pouvait voir passer ce qu'on appelle la chasse sauvage. Donc c'est-à-dire que c'était une armée de morts à la tête de laquelle se trouvait en fait un géant qui était nul autre que Odin. Bon, il est dit aussi que celui qui avait le malheur de se trouver sur leur passage, en fait, pendant qu'il déambulait dans les cieux, en fait, pouvait être emporté comme ça à jamais par les morts vivants. Mais on retrouve en tout cas également à nouveau les prémices de ce que va être aujourd'hui le Père Noël, c'est-à-dire que Odin était vu comme une sorte de barbu, un peu vieux, avec un chapeau sur la tête, et qui chevauchait un cheval qui avait 8 pattes, 8 comme Jérôme. Les 8 reines du Père Noël. Exactement. Très Donc comme intéressant. quoi, au final, tout se rejoint. Tout se retrouve. Et puis les rennes qui aussi volent dans les airs pour tirer le traîneau, donc comme le cheval de Odin Qui dans les volait. cieux. Voilà. Et donc Odin venait et offrait des cadeaux apparemment aux plus valeureux. C'était souvent des objets qui étaient faits d'or, alors qui offrait ça à des guerriers, aux gens qui s'étaient bien conduits pendant l'année, au juste. Et alors j'ai pu retrouver dans certains documents qu'apparemment il était accompagné d'un Nis. Alors un Nis, en fait, c'est une petite créature qui est issue du folklore scandinave et qui ressemble à un petit lutin. Donc tu vois comme quoi on a à nouveau là un petit peu tous les éléments qui vont faire le Noël que l'on connaît aujourd'hui avec le Père Noël habillé de rouge. On a tous les ingrédients, quoi. Exactement. Ouais. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait dans le film de relier le Père Noël à ses origines nordiques. Malheureusement, c'est peu exploité en fait. Voilà.
Peut-être dans un 2, je sais pas. Et aussi le nom de Santa Claus aussi. Mm. D'ailleurs, Santa, l'anagramme, c'est Satan. Il y en a qui ont fait ce lien. Ah oui. Bah, je pense qu'en fait, c'est parce qu'au départ, ça devait être avec les immigrés. Je pense que tous ces immigrés qui repartaient aux États-Unis et qui célébraient, je crois que c'était à Sankt Nikolaus, un truc comme ça. Et puis, tu sais, par déformation, avec la langue anglaise, c'est devenu Santa Claus. Euh, je pense qu'il doit y avoir, tu sais, comment dire, certaines. Bah, en fait, c'est dans leur culture, tu vois, comment je pourrais dire ça. Oui, c'est Ça- intégré dans leur voilà, culture, quoi. c'est Ouais, Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont apporté certains éléments de leur propre culture, mais qui a été mélangé, modifié, évidemment, en arrivant dans un autre pays et Mhm, au mhm, contact d'autres cultures également. Donc, voilà. mhm. Donc Noël, c'est un bon boubi-boulga d'anciennes des traditions très très Exactement. vieilles, voilà, et qu'on a remanié. Et aujourd'hui, c'est vraiment la fête commerciale avant tout. C'est la course au cadeau. Ah ouais, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu très commercial. C'est vrai que bon, on est très loin de ce qu'a pu représenter Noël à une certaine époque, effectivement. Alors c'est vrai que les enfants attendent avec impatience cette soirée pour surtout les cadeaux. Et puis avec l'âge, nous on attend voilà, juste pour retrouver les personnes qu'on aime et puis passer un bon moment avec elles, quoi. Voilà. Exactement, c'est ça. Bah écoute, je te remercie pour avoir parlé de ce film que je vais aller voir la semaine prochaine, Violent Night. Voilà. Ah oui, vraiment, vas-y, ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, je te conseille d'autres films également de Noël comme ça qui mettent, moi, j'ai envie de dire, un petit coup de pied au cul en fait de la magie de Noël. C'est 3615 Code Père Noël de René Manzor, qui est vraiment très bon. Ok. Better Watch Out, en fait, qui était sorti en 2017, qui est excellent aussi, un bon petit thriller en fait avec une babysitter qui va garder un garçon le soir de Noël et voilà, qui vont être confrontés à des intrus en fait qui veulent rentrer dans la maison, mais il y a un petit retournement de situation à la fin qui est vraiment très bon. Et Krampus en film d'horreur sur Noël qui est génial. Vraiment, ça je vous le conseille. Et Fat Man avec Mel Gibson qui était sorti l'année dernière, qui rejoint un petit peu l'univers là de Violent Night. Voilà, c'est des petits films que je vous conseille également si vous voulez ne pas regarder toutes les mièvreries de M6. T'as raison. Voilà. Ok, bah merci pour tous ces conseils, Damien. Avec grand plaisir, Jérôme. Et puis on se retrouve pour un prochain Mimi. Hein. Ça marche. Merci Allez, beaucoup. salut Damien. À bientôt. Salut. Bon, ben voilà, Jérôme, cette émission spéciale Noël s'achève. J'espère que ça vous a plu, hein. On a fait une émission, une petite heure, je pense. Voilà, avec des sujets divers et variés. J'espère qu'il y en aura pour tous les goûts, pour tout le monde. Que ben, vous passez de bonnes fêtes et que, voilà, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve l'année prochaine. Voilà, on a Oui, passé une belle année avec vous, hein. c'était Je pense sympa qu'on, pour cette voilà, deuxième saison. pour cette deuxième saison. Et donc, ben, j'espère que vous serez au rendez-vous tous les samedis soirs pour la suite de cette deuxième saison en 2023. Nous, en tout cas, on sera au rendez-vous. Et n'hésitez pas, hein, vous êtes de plus en plus nombreux le samedi à 21h à nous rejoindre et puis à participer avec le chat. C'est des avant-premières, donc c'est du semi-direct. En tout cas, on est là pour vous répondre. Et puis voilà, bien passez de bonnes fêtes, profitez-en, soyez prudents, et puis on se retrouve en 2023. Jérôme, très bonne fête pour toi. Merci, bonne fête à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao. I Bon, wish you écoute. a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas.
and Happy New Year's.